Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire Optimisation FinOps, un match entre Azure et AWS. Je me présente, Faisal Talifi, Cloud Solution Architect au sein d'Avaliance. Je suis accompagné avec mon collègue Bernard, je le laisse se présenter. Oui, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Bernard Etienne, consultant FinOps chez Avaliance et j'accompagnerai Faisal en votre compagnie pour ce voyage FinOps. Alors, à l'agenda d'aujourd'hui, nous avons, comme le disait Faisal, un match entre Amazon et AWS pour Amazon et Azure, bien sûr, pardon, pour animer un petit peu le voyage. On va d'abord se rappeler quels sont les fondamentaux d'une démarche FinOps. Ça nous permettra ensuite de regarder quels sont les axes d'analyse des coûts, comment on peut comment on peut faire le lien entre ces principes fondamentaux et le sujet du jour, notamment dans les parties 3 et 4, on va voir les actions concrètes et pratiques et comment chacun des deux protagonistes du jour, Azure et Amazon, les prennent en charge. Et on aura ensuite conclusion avec le résultat du match. Voilà, Faisal, à toi. Merci Bernard. Donc commençons par la première partie qui est juste une définition très rapide. On a déjà fait un premier webinaire par rapport à la démarche FinOps. Donc, un petit rappel rapide, c'est que en général, le FinOps, c'est pas qu'un rôle, c'est pas qu'un process, c'est pas que de la technologie, c'est un trio, c'est les trois. Et là, on va essayer de faire un focus sur la partie process et démarche. Donc disons la démarche itérative qu'on va essayer de vous présenter, ça va être un peu axé sur ces 6 étapes. Donc, forcément, au premier, on va essayer d'analyser un peu le comportement de notre consommation, analyser aussi notre besoin côté cloud, etc. Après, il faut qu'on définisse les actions, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, il faut exécuter ça selon un planning. Forcément, quand on est en train de faire un changement, il faut forcément faire un monitoring et vérifier un peu ce qu'on est en train de faire en live. Et tout ça va nous ramener à voir quelques leçons qu'il faut qu'on cogite, qu'on voit un peu qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut optimiser. Et c'est là où on répète le même cercle, par rapport à ce besoin-là. Un point qui est assez important aussi à prendre en considération, c'est que dans cette démarche, en général, les 4 premières étapes, elles sont un peu simples à imaginer, analyser, définir les actions, exécuter et monitorer. Par contre, ces deux-là, c'est vraiment le cœur de notre amélioration continue, parce que l'amélioration continue dans le jargon FinOps, c'est surtout trouver la bonne approche. Ça peut être que l'approche, c'est juste question de communication, ou de communiquer la bonne information et la bonne stratégie. Ça peut être aussi question de faire de la gouvernance, ça peut être faire du tagging, gérer des KPI, etc., etc. Donc, ça nous permet un peu en gros de donner plus une amélioration continue par rapport à notre approche itérative. Sauf que la partie tout ça, c'est bien, mais notre focus par rapport à ce webinaire va être plus concentré sur les 2 premières actions, analyser et définir les actions. Forcément, les prochains webinaires vont partir un peu plus sur ce life cycle et de voir un peu comment voir la partie exécution au niveau technique, monitoring, etc. Donc, je laisserai la parole à mon collègue Bernard afin de vous donner plus d'aperçus sur la première partie qui est analyser, donc les axes d'analyse des coûts. Merci Faisal. Ce que je voulais partager avec vous, c'est quelques remarques et sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment le coût du cloud, qu'est-ce qu'on entend par là et comment on va pouvoir s'en servir pour analyser dans différentes dimensions les différentes optimisations qu'on va avoir aujourd'hui. Le coût du cloud, c'est essentiellement un coût de revient. Donc, on a tendance à se dire, c'est logique, un coût de revient, c'est le prix que multiplie les quantités, n'est-ce pas? Mais est-ce aussi simple? Justement, on peut déjà commencer à se rendre compte que le prix, ça va plutôt être un tarif parce qu'on va le négocier. Et ce tarif va donc constituer notre prix d'achat. Et ce prix négocié va être notre premier axe d'analyse.
Donc ça, c'est la première partie de l'équation. On peut jouer dessus, il y a des actions qui sont directement relatives à ce terme. Ensuite, deuxième partie de l'équation, on va remplacer notre quantité. On peut plutôt la regarder en termes de FinOps comme la somme de ce qu'on a réellement consommé et de ce qu'on a gaspillé, de ce qu'on a perdu. Et là-dessus, ça nous donne deux nouveaux axes d'analyse. La première, c'est de maximiser notre dépense, tirer le maximum de chaque euro. Et la deuxième, c'est tout simplement de réduire le gaspillage. Et on va voir comment dans les étapes qui vont nous être présentées par Faisal maintenant. Merci beaucoup, Bernard. Alors, analyser, c'est bien. Donc, on a maintenant, merci Bernard de nous présenter un peu le concept ou l'idée par rapport au coût en cloud. Maintenant, c'est quoi les actions qu'il faut prendre? C'est bien. On sait maintenant que c'est plus une histoire de négocier un prix, de pouvoir optimiser la consommation, si on peut dire comme ça, et réduire les pertes. Mais le finance, c'est un vaste terrain de jeu. C'est énorme. C'est pas une chose aussi simple. De le fait qu'il faut prendre en considération quelques paramètres. Le premier paramètre en général, c'est sur quelle échelle on va faire cette approche. Ça peut être sur une échelle projet, où on va prendre juste un projet, essayer un peu de voir son coût, sa consommation, les pertes par rapport à ce projet-là, et on va appliquer quelques actions pour réduire les pertes et consommer le maximum possible par rapport à ce qu'on fait. Ça peut être au niveau programme, ça peut aussi être à l'échelle de l'organisation ou de toute l'infrastructure. Un deuxième point aussi qu'il faut prendre en considération, c'est on est sur quel type d'environnement. Parce que l'approche n'est pas forcément, ou la technicité qui va être derrière n'est pas la même entre un environnement qui est plutôt dynamique, donc où les ressources qui sont créées et détruites à fur et à mesure, et dans un contexte qui est un peu plus stable, pour ne pas dire forcément statique, mais plus stable, où les ressources qui sont créées et ils peuvent rester avec le même physique, avec les mêmes paramètres pendant un certain moment. Et aussi, à la fin, il faut aussi prendre en considération sur quel levier on doit faire un peu l'appui et faire notre amélioration. Est-ce que c'est les acteurs? Est-ce que c'est les process? Est-ce que c'est la technologie? Donc, c'est pas juste une question d'action, même s'il faut savoir les actions qu'il faut entreprendre. Vous avez déjà entendu parler forcément de ce qu'on appelle les 5 R ou les 6 R ou les 7 R. Maintenant, il y en a même les 9 R. Il y a plusieurs R qui sont, par exemple, le fait de parler sur réhéberger la plateforme sur un cloud, ou ce qu'on appelle le lift and shift, ou faire une re-architecturing, changer carrément l'architecture. Tout ça, ça permet d'optimiser le coût, certes. Mais il y a des choses un peu plus simples, plus basiques, qui sont juste bien négocier le prix en amont, avant même de parler sur l'usage où on a besoin de monitoring, vérifier, etc. Il y a déjà un point qui est assez important, c'est de dire, avant même de s'engager, il faut qu'on négocie. Donc, il y a un engagement qu'il faut faire. Il y a aussi le choix de service. Les paramètres du service jouent un jeu sur le prix. Donc, il faut aussi bien choisir. Donc, tout ça, c'est une négociation de prix qu'il faut prendre en considération avant de parler sur l'usage. Sauf que, comme je viens de mentionner au départ, FinOps est un vaste terrain de jeu. On va mentir, si on peut dire, sur le fait de dire qu'on verra tout ça dans un webinaire de 45 minutes. Mais ça va être sur plusieurs webinaires, certes. Donc, on va essayer d'étaler le sujet sur plusieurs webinaires. Mais durant notre webinaire, l'approche qu'on va essayer de travailler ensemble dessus, c'est faire un focus sur ces deux blocs par rapport à les 6 qu'on a vus au départ, donc plus analyser et définir. On va commencer à parler un peu plus en détail sur la partie action. Quelle action? Pas tous les actions qu'on vient de voir sur le slide d'avant, mais plutôt les 3 premiers qui sont négocier le prix en engagement et choix de service et réduire la consommation. Et on fera ça, bien sûr, en faisant quelques rounds entre Azure et AWS. Et je laisserai à mon collègue Bernard de commencer le premier round. Merci. Merci, Faisal. Alors, j'espère que tout le monde est bien concentré. On démarre la revue du match avec un premier round dans le domaine de l'engagement, du commitment pour les anglo-saxons, et plus particulièrement pour les réservations. Alors, plantons déjà un petit peu le décor. Quel est le modèle de prix des fournisseurs cloud, et plus particulièrement de nos deux protagonistes aujourd'hui? Premier modèle de prix, le plus commun, le fameux pay as you go, paiement à l'usage. C'est ce qui s'applique par défaut dès qu'on ouvre un compte.
C'est très simple, ça marche tout de suite, c'est très efficace. Par contre, on va se rendre compte rapidement que c'est celui qui a le coût le plus élevé. Autre modèle, comme a commencé à l'évoquer Faisal dans les différents leviers, on va pouvoir s'engager. Donc s'engager, ça passe par une réservation, un engagement qui est un engagement sur 1 ou 3 ans, qui donne accès à des taux de remise assez variés. Ça va de 25 à 72% et encore, ça change à peu près tous les jours. Par contre, est-ce qu'on garde un minimum de flexibilité? Est-ce qu'on ne dénie pas l'esprit du cloud dans ce modèle-là? C'est ce qu'on va voir plus en détail, j'y reviendrai, parce que c'est le cœur de cette manche. Je voudrais avant ça terminer le tour de la présentation avec des instances spot. On a un modèle de prix spot qui est très spécifique, puisque c'est basé sur des systèmes d'enchères et ça concerne clairement les charges de travail qu'on peut interrompre à tout moment, puisque on a des préavis très courts. Par contre, le jeu en vaut la chandelle, jusqu'à 90% de remise, c'est évidemment très intéressant. Je vois que c'est intéressant, Bernard. Le spot, quand même, il y a une remise jusqu'à 90%. C'est quoi les cas d'usage qu'on peut utiliser par rapport au spot versus les autres? Alors, il y a pas de piège sur le spot. Par contre, il faut bien savoir ce qu'on a comme service. Et en fait, la clé, c'est qu'on peut être à tout moment interrompu avec un préavis de quelques minutes seulement. Et l'instance sera reprise par le fournisseur. Du coup, dans les cas d'usage, ceux auxquels je peux penser, le premier, ça va être d'avoir des agents DevOps, une ferme d'agents DevOps qui a des tâches de déploiement à faire, par exemple pour de l'infrastructure as a code. Ça peut être assez intensif. Et c'est quelque chose où c'est assez batché, si je puis dire, comme travail. Donc ça se prête bien à ce type de cas d'usage. J'ai aussi souvenir un jour où notre équipe a dû convertir des très très gros volumes de données d'un format de sauvegarde à un autre en remontant tous les volumes et en refaisant toutes les sauvegardes. On a fait des instances spot parce que tout simplement c'est le seul moyen d'arriver à le faire à un coût acceptable et surtout c'est pas très grave si la tâche unitaire est interrompue, on la recommencera la fois d'après avec la prochaine instance. Voilà, c'est ça des cas d'usage interruptibles. Très clair. Merci. Ok, le dernier volet c'est l'aspect contractuel. Faisal, si tu peux revenir un instant. Merci. Le volet contractuel, où on s'engage par contrat sur un volume de chiffre d'affaires ou un montant minimum. Ça peut être Enterprise Discount Plan chez Amazon ou les Enterprise Agreement Azure chez Microsoft. Bon, ça pousse un peu la consommation, peut-être. En tout cas, c'est le point à surveiller. Mais ça peut être intéressant et ça donne accès à des services additionnels aussi, comme des jours de consulting. Et puis on verra par la suite, notamment en parlant des licences logicielles, on peut avoir des tarifications dédiées pour les développeurs sur certains des fournisseurs et qui sont parfois très intéressantes. Et bien sûr, tout le monde sait qu'on a un free tiers, certains services, mais pas seulement 12 mois. Certains services sont toujours gratuits. Et ça peut être intéressant. 1 million de requêtes lambda par mois à vie, on peut leur trouver une utilité. Alors, pour voir plus précisément l'aspect des réservations, c'est Amazon qui a inventé ce concept depuis 2009, depuis les tout débuts, qui l'a perfectionné au fur et à mesure. Azure est venu dessus beaucoup plus récemment. Qu'est-ce qui distingue les réservations chez nos deux protagonistes? On retrouve des choses clés communes, comme les durées d'engagement. Les taux de remise changent un petit peu, mais pas tant que ça. La première différence notable, il y a toujours de l'upfront chez Amazon. Et si vous payez au moment de la souscription, l'upfront, vous payez cash au moment de la souscription et vous payez à l'avance. Votre remise est plus importante. Alors que chez Azure, aujourd'hui, c'est plus le cas. Que vous preniez la formule avec upfront ou mensualisé, vous aurez la même remise. Autre point de différence, le fait que les réservations sont échangeables ou surtout annulables chez Azure. Bon, il y a un quota de 50 000 $ par an, mais vous pouvez annuler pas mal de réservations sur un compte. Alors que chez Amazon, on est beaucoup plus engagé.
L'inventeur du concept est resté fidèle à l'idée de base qui était de s'engager. Voilà, les services variés, couverts, on peut réserver bien sûr des réserves instances, ça c'est connu, mais pas que. Il y a des bases de données notamment, un peu toutes les bases de données maison dans chacun des deux fournisseurs. Et donc à ce stade, c'est relativement, on est en train de se demander si est-ce que ce serait pas un avantage à Azure sur ce point-là. Fais ça, s'il te plaît. Merci. Et donc, voyons si vraiment Azure a pris l'avantage dans ce domaine en regardant la dernière évolution d'Amazon, qui sont les Savings Plans, apparus à partir de fin 2019. En quoi les Savings Plans se distinguent des réservations? C'est un engagement sur une enveloppe financière et non plus sur des heures de calcul ou un type d'instance ou de machine virtuelle. Donc le raisonnement est un petit peu différent. Du coup, c'est une enveloppe globale où on s'engage de notre côté sur un volume de dépenses horaires. Et en retour, on a des savings bien plus importants qui montent à 66-72% selon le plan retenu. Et surtout, la flexibilité. Celle qui manquait au niveau de la réservation, Amazon a fait le choix de la mettre dans les savings plans. On a deux types de savings plans et donc le compute savings plan est extrêmement flexible, permet de changer de région, de famille, de VM, etc. Ce qu'on ne peut pas faire en réservation et ce qui nécessite un échange chez Azure. Ouais, et donc, Une petite question, oui. Bernard. Est-ce que ces saving plans existent que dans les instances compute? On peut aussi les utiliser dans d'autres types de services? Alors, dans les savings plans, je disais, on a deux types de plans. Le compute savings plan est le plus généraliste, et donc ça couvre à la fois les instances EC2, les machines virtuelles, mais aussi les services Fargate ou Lambda. Lambda qui sont les fonctions événementielles. Le deuxième type de savings plan, c'est lui plus ciblé, puisque déjà, de par son nom, il s'appelle EC2, Instance Savings Plan, et bien sûr, il ne cible que les instances EC2. Lui, il est beaucoup plus limité, il est spécialisé sur ce type d'asset. Voilà. Et au final, est-ce qu'il y a vraiment des différences avec Azure? Il me semble que Amazon a bien rétabli la barre en termes de flexibilité avec ses savings plans et que finalement, le jeu est très équilibré jusqu'ici. Alors, pour vous donner un petit retour d'expérience pratique et que vous puissiez emporter avec vous à l'issue de ce webinaire, quelques conseils rapidement. Ne pas chercher la perfection. On peut faire plein d'optimisations FinOps. N'attendez pas trop, réservez rapidement. Commencez de façon modeste avec un objectif de 60% de couverture. Incrémentez-le ou soyez de plus en plus ambitieux au fur et à mesure des itérations, mais l'important est de commencer rapidement. En faisant les calculs, votre calcul par famille de VM et en ciblant vos gros consommateurs. Hein. Par exemple, si vous êtes très centré sur l'Europe, vous avez sans doute beaucoup de choses dans la région Azure, North Europe, qui est l'Irlande, ou son équivalent chez Amazon. Et là-dedans, vous allez avoir une famille, par exemple Azure, de type D4S ou DS, qui vont être les plus courantes. Ça va être un bon client pour commencer votre campagne de réservation. Voilà, il faut identifier ces gros consommateurs et ça vous permettra par la suite justement de définir une stratégie, peut-être que l'a définit la FinOps Foundation, une stratégie zone verte, zone rouge pour massifier vos flux d'achat. La zone verte, en fait, c'est les régions, les familles les plus courantes. Et on peut se rappeler aussi la règle des 80-20. Cibler les 20% de familles de régions qui représentent 80% de vos dépenses. Et cela, vous réservez de plus en plus intensément dessus. Pour suivre ce travail, deux indicateurs, le taux d'utilisation des réservations qui doit être souvent au-dessus de 95%, il faut viser ça. Et le taux de couverture que j'évoquais tout à l'heure, qui démarre à 60 et qui va, quand on a une pratique mature, aller à plus de 90. Voilà. Au final, sur ce premier set, c'est plus l'exécution de la stratégie qui compte. C'est la même sur Amazon et Azure. Il y a quelques différences dans les services,
mais pas au point de faire la différence entre les protagonistes sur ce plan-là. C'est vraiment, en termes de FinOps, vous ferez la différence avec votre stratégie FinOps. Deuxième volet dans le match, ça va être la partie licence, donc dans les choix de services. Alors les licences, c'est un poids lourd. Ça représente jusqu'à 20% des factures que j'ai pu voir en clientèle. Hein. C'est un gros morceau. Et c'est un gros enjeu parce que c'est peut-être ce qui différencie le plus Microsoft et Amazon, bien sûr, mais Microsoft ayant une longue histoire d'éditeur de logiciels. Et Amazon, quand on regarde un peu ce qu'ils font beaucoup de choses dans le domaine des licences. Ils sont très actifs, peut-être pour compenser cette légitimité historique dans le domaine du logiciel. Et notamment donc autour des marketplaces. C'est un autre mouvement qui m'a frappé dans les évolutions récentes. C'est tous les efforts qui sont faits sur les marketplaces pour finalement que le provider cloud devienne aussi votre revendeur de logiciels et pas seulement sur les logiciels qu'on trouve de base sur les instances, mais sur tout ce qui peut se rajouter dessus. Voilà. Et dernière remarque intéressante, c'est des 91% des entreprises ont déjà un contrat de licensing Microsoft aujourd'hui. Depuis des années, Microsoft est très bien implanté dans l'entreprise et on ne peut pas ignorer ça en FinOps quand on recherche à optimiser ce poste de coût. Donc justement, nos différents modèles de licence, les licences incluses, hein, c'est le pay as you go qu'on a vu tout à l'heure. Encore une fois, simplicité maximale, on n'a rien à faire, on démarre tout de suite, c'est parfait pour faire un POC par exemple, mais ça coûte très cher. On va y revenir. Et donc du coup, on a d'autres modèles de licence et là, on ouvre la boîte à complexité. Donc d'abord, amener ses propres licences. Le principe est très intéressant. On réutilise celles qu'on a déjà achetées dans les accords. Alors, je parlais de Microsoft parce que il y a Azure derrière, mais pas que. Hein. On peut utiliser ce type de contrat avec des offres Oracle ou IBM aussi. On peut même dans les marketplaces maintenant, sur plein d'autres éditeurs, négocier ces termes, ces remises directement avec l'éditeur et en bénéficier quand même via la marketplace du fournisseur cloud. Pour répondre à cette complexité et aux conditions des contrats de licence, du coup, on a deux autres modèles hein, qui sont les hôtes dédiés et les licences hybrides. Les hôtes dédiés, on le trouve chez les deux fournisseurs, mais c'est très utile chez AWS pour essayer justement de réutiliser les licences Microsoft. Ça peut éventuellement se permettre de passer de software assurance et ça peut, pour beaucoup de clients, ça peut être très intéressant. C'est très complexe à gérer parce qu'il faut savoir précisément identifier quel serveur porte la licence. Mais Amazon, ces 2 dernières années, a énormément automatisé de choses là-dessus. Et je vous invite à regarder avec un œil neuf ce sujet-là. C'est vraiment très simplifié. On a quasiment la même expérience que sur des instances EC2. Les licences hybrides, ça n'existe que chez Azure. Ça concerne les licences Windows et SQL. Et ça permet tout simplement de réutiliser sans autre surcoût les licences déjà acquises pour les data centers. Il y a une condition, il faut avoir de la structure assurance. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et puis notre spécialité plutôt présente chez Azure, hein, Amazon a moins travaillé le sujet, c'est d'avoir des remises importantes quand on a un plan développeur. Typiquement, la tarification DevTest sur une souscription entière, ça permet de faire de 20 à 40% d'économie chez Azure. Voilà, donc ici, je vous avais préparé un petit focus sur le cas SQL Server, là où Amazon, finalement, pousse beaucoup à faire des économies en termes de dimensionnement, parce que en respectant le principe de base, moins on consomme de ressources et moins la licence coûtera cher, hein, bien sûr. Bon, pour aller à l'essentiel, ce qu'il faut en retenir, si c'est pas déjà le cas, pour tout ce qui est SQL serveur de développement, mettez des éditions développeurs, hein, arrêtez d'utiliser des licences louées en mode pay as you go sur de l'entreprise ou du standard, ça coûte très cher. N'oubliez pas que si vous avez une software assurance, il y a dedans un passive note de benefit. Le nœud passif est gratuit, donc ça peut vous faire des scénarios en restant en édition standard,
Ça peut faire des scénarios de continuité d'activité beaucoup moins chers que de mettre de l'édition entreprise partout en payant chaque nœud. Et bien sûr, hybride et les autres dédiés, comme je l'évoquais il y a un instant. Alors, pour la route, les licences en pratique, pensez à adopter les bonnes pratiques, un peu comme le lean dans l'industrie. On optimise sa consommation, si on réduit sa surface, plus on diminue l'usage et moins la licence coûte cher. On diminue le nombre de CPU, ça fait moins de licences à payer. C'est déjà une forme d'optimisation. Pensez à utiliser des outils de licence marketplace, notamment côté Amazon, le licence manager qui permet de suivre très précisément qui utilise quoi et d'avoir des workflows assez efficaces dans l'entreprise pour déployer et valider les différentes licences acquises. Je l'ai signalé, passer les développeurs en mode dev test, notamment sur Azure, que ce soit en souscription entière ou par des abonnements individuels de type MSDN. Le SQL développeur à généraliser. Maximiser les licences hybrides, c'est vraiment le gros bonus si vous êtes chez Azure. Ça marche pour des licences serveur, Windows Server, SQL Server. Côté Amazon, c'est moins flexible. Il faut avoir acquis ces licences ou les avoir mis rajouté dans un contrat existant avant le 1er octobre 2019. Donc aujourd'hui, les possibilités sont beaucoup plus restreintes. Et surtout, dans tous les cas, faites vos comptes, mais il est très probable qu'il sera plus intéressant pour chacun de vous d'acheter ou de louer vos licences via un accord classique avec Microsoft, en accord entreprise notamment, mais pas que, plutôt que de les louer en mode pay-as-you-go. J'ai plusieurs fois entendu des commerciaux Microsoft reconnaître que ça n'avait aucun intérêt de louer ces licences via le provider cloud et qu'il faut absolument faire jouer les remises qui sont plus intéressantes dans les contrats entreprises classiques. Au final, sur ce volet, si on est déjà dans un système d'information Microsoft, le point est plutôt à Azure. Voilà. Merci Bernard. Tant qu'on est en temps réel et qu'il reste, on est 18h28, il reste 5 minutes, on va essayer un peu de revoir ça très rapidement. Donc, le principe jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de faire un focus sur tout ce qui est négociation de prix, donc avec l'engagement ou le licensing. Maintenant, on va passer un peu à une deuxième partie qui est la partie usage. Donc, principalement, la question qui se pose, c'est que si un client il a un besoin bien précis, qui est par exemple avoir une machine virtuelle, je prends vraiment l'exemple le plus simple pour disons, une contrainte de temps, mais comme Naïma vient de mentionner dans le chat, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On aura presque un quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, pour revenir un peu à notre présentation, donc le principe, c'est que si un client il a besoin d'une machine virtuelle avec 8 vCPU, avec un minimum de barrettes mémoire, je prends juste un exemple de 26. J'ai pris l'exemple principalement d'Azure, mais on peut prendre le même cas de figure côté AWS. C'est qu'on a plusieurs générations, plusieurs SKU. Et la vraie question, c'est de dire, OK, toutes ces machines virtuelles, il n'y a pas que cette liste-là, il y en a d'autres, toutes ces machines virtuelles ont bien disons, ils ont une génération qui est différente parce qu'on voit bien ici, par exemple, qu'on passe sur un V2 ici, un V3 ici, un V4. Et quand on dit un V2, V3, V4, chaque fois qu'on a une nouvelle génération, c'est que forcément, elle est plus rapide. Donc, c'est un CPU qui est plus performant, une mémoire et même la fréquence de la mémoire, elle est plus rapide. Donc, en général, c'est une évolution en termes de performance et aussi de coût. Après, quand vous voyez un peu un petit S ici, en général, c'est un peu les machines qui supportent ce qu'on appelle les disques rapides ou les disques SSD. Et si je pose une question ici en disant, OK, si je prends un D4 V2, deuxième génération, avec par exemple un D8 V3, troisième génération, donc avec un CPU plus rapide, et même la mémoire de plus, un V4, une quatrième génération, il n'y a pas que ça, comme j'ai dit au départ, il y en a plus. Ça va être quoi le plus cher de se payer une génération V2 ou se payer une génération V4?
Alors, je dirais dans la vie de tous les jours, en général, les anciennes générations sont moins chères. Et si tu poses la question, ça doit être différent, non? Exactement. En fin de compte, un point qui est assez important à prendre en considération, c'est que les fournisseurs cloud, qui sont AWS ou Azure, ils essaient de minimiser aussi les coûts, même si avec des performances supérieures. Le V4, comme j'ai mentionné, il a une performance plus rapide que le V2, mais même avec ça, on a la possibilité d'avoir un coût réduit avec la mémoire de plus. Mieux que ça, c'est que le fait de choisir d'héberger votre instance dans une région bien précise, qui soit par exemple, je prends toujours l'exemple d'Azure, North Europe qui est en Irlande, ou France centrale qui est à Paris, même si c'est la même instance, tu crois Bernard, le prix il est le même ou ça peut changer? J'imagine que, comme pour les autres items et comme pour les autres items dans le cloud, ça change à chaque fois. Exactement. Donc je prends des exemples de coûts. Après, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a trop de chiffres. Je prends juste 2 ou 3 cas de figure. Prenons le premier qui est le D4 V3 avec 8 CPU avec 28 Go de barrette mémoire. Si je le prends en pay as you go, je paierai vers les 0,67 dollars par heure. Comme Bernard il vient de mentionner au départ, on a toujours la possibilité de faire des réserves instances sur 3 ans. Et le coût va être réduit de presque 38%. Je peux même avoir des hybrid licenses, comme Bernard vient de mentionner juste sur le slide d'avant au niveau licensing. Donc, en utilisant des hybrid licenses, je peux carrément avoir à 61%. Je peux aller un peu plus en utilisant, s'il y a le besoin, en use case, de faire des spots à 70% de discount. Mais tout ça, c'est bien. Mais comme j'ai dit, c'est une ancienne génération. Avec la V4, par exemple, ou prenant un peu le scénario de la V4, le prix, quelquefois, ne change pas énormément par rapport à la technologie qu'on peut avoir. Et même, quand vous voyez un peu en termes de coûts, pay as you go, je laisse, c'est vrai que quelquefois il est un peu plus cher, mais je prends plus un peu là où on part sur l'optimisation en combinant les actions. Donc, si je prends le cas du RI, vous voyez bien que là, sur l'ancienne génération, on paye via une réservation d'instance 0,57 dollars par heure. Par contre, quand on est sur la dernière génération, avec même de la mémoire de plus, on est à 0,53, donc moins cher. Donc, moins cher un petit peu par heure, mais quand on cumule sur un an, aussi sur quelques mois, ça fait quand même une belle somme. Donc là, c'est du RI, et c'est pareil aussi, on a un 0,2 quand on est sur Hybrid Descent, un 0,1, 6 ici, etc. Et même quand on change juste du data center, si je prends le fait d'instancier une machine en North Europe, ça me coûtera 0,7757 dollars par heure sur un RI de 3 ans, un réserve instance de 3 ans. Et si je prends la même sur France centrale, le prix augmente. Donc, prenez en considération forcément le SQ, le service tiers, la version, est-ce qu'on est en V4, V3, etc. Et aussi Azure Région. C'est souvent plus intéressant. Donc, il faut faire bien le compte. Donc, ça, c'était la partie choix du service. Donc, le choix de service, on a dit, il faut bien choisir la bonne licence. Il faut bien choisir quel dimensionnement on va partir dessus, quel tiers, donc quel service tiers, et quelle version, est-ce que c'est un V1, V2, V3, parce que le prix change. Troisièmement, comment réduire mes consommations quand tous ces points-là ne peuvent pas être appliqués? Forcément, on a quand même une solution. Je laisse Bernard expliquer ça. Merci Faisal. Alors, comme on arrive dans le temps de jeu supplémentaire, je vais essayer de passer en mode contre-attaque foudroyante. Les arrêts démarrage, c'est un des modes d'optimisation les plus simples et les plus efficaces en termes de FinOps, parce que tout simplement, si on arrête les ressources, on arrête la facturation. Alors, il y a des exceptions. Si on arrête une VM, le disque, le stockage, on continue de payer le stockage. Par contre, on paye plus les ressources compute ni les licences. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Quand on arrête sa VM, on paye plus la licence dessus. Si c'est une licence de type pay as you go. Et ne serait-ce qu'arrêter CVM, n'avoir CVM allumé que 12 heures par jour en jour de travail, ça représente déjà 64% d'économie. Donc, ça peut être un levier très important. Et cette approche-là, elle est nouvelle avec du FinOps. La première fois où j'ai abordé ce genre de sujet, en demandant aux équipes quelles applications on pouvait éteindre, on m'a regardé, mais vraiment bizarrement. Donc, c'est finalement un vrai sujet.
de gestion du changement. Ouais. Après, il faut savoir que quand on arrête ses ressources, le fournisseur ne vous a pas de pénalité, hein, si ce n'est que vous atteignez moins vite les objectifs qui poussent un peu à la dépense, notamment les commitments. Autre chose à savoir, il y a des outils, mais rien n'est prêt à l'emploi, autant chez Azure que chez Amazon. Il faut travailler, avoir du script et des outils pour avoir quelque chose d'opérationnel. Et bien sûr, une gouvernance structurée, parce qu'on va voir sur le slide suivant que, en pratique, les points clés, c'est quoi? C'est d'abord, pour que ça marche, il faut que les utilisateurs l'adoptent, que les clients soient contents et trouvent son compte. Donc, il doit avoir la main sur la programmation des horaires. Si on essaie de lui imposer quelque chose et s'il faut ouvrir un ticket avec 3 jours de délai, ça coince. Ensuite, ce type d'optimisation, ça cible plutôt les environnements hors production. Alors, c'est pas une généralité, mais c'est ceux qui seront évidemment les plus facilement optimisables de cette façon. Et par opposition, on utilisera plutôt le levier de réservation sur les environnements de production qui sont up H24. Vous vous rendrez compte à la mise en œuvre que les impacts opérationnels peuvent être importants, surtout si vous avez un infogérant, par exemple, tout ce qui est supervision, sauvegarde, patching de sécurité, voire des équipes de développement outsourcées en Inde, quand c'est pas l'Australie. Ça a un impact. Il faut savoir gérer ça dans votre solution d'arrêt-démarrage. Et du coup, il faut être flexible, il faut savoir offrir des cas d'usage assez variés. Et pas seulement arrêter de démarrer à une heure fixe. Au final, on constate souvent en clientèle, hein, l'automatisation fait souvent appel à des tags. C'est un point clé. Ensuite, il peut y avoir soit des fonctions événementielles, soit ou les outils de planification que fournissent Amazon ou Azure, hein, comme le Azure Automation. Au final, c'est surtout un sujet de gestion du changement, comme je l'évoquais il y a déjà un instant. Le vrai sujet, c'est que les gens l'adoptent et qu'ils puissent l'utiliser sans perturber les opérations. Et pour notre match, c'est assez neutre. On trouve un peu les mêmes outils que j'évoquais. Il y a AWS Lambda, Azure Function, il y a les mêmes choses chez les deux fournisseurs. Voilà. À toi, Faisal. Merci, Bernard. Alors, je vais essayer de passer vraiment super rapide sur les deux dernières actions. Donc, la première action que je vais essayer de détailler ici, c'est ce qu'on appelle le nettoyage des orphelins. En fin de compte, un point qui est assez important, c'est que pas mal de personnes, au moment où ils créent une machine virtuelle, ils ne voient pas les composants qui sont attachés sur la machine. Donc, le fait de créer une machine virtuelle, par exemple, sur un composant comme celui d'Azure, fait créer automatiquement d'autres composants comme une carte réseau, des adresses IP, du stockage, etc. Et l'erreur qui est faite en général, c'est le fait qu'au moment où on détruit la machine, on supprime que la VM et on laisse les autres composants. Et ces composants-là ont un prix. Par exemple, j'ai déjà vu sur une analyse, sans dire un peu le client, que plus que 10% de la consommation du storage account, c'était sur des storage accounts, des machines virtuelles qui étaient déjà supprimées. On est en train de payer presque 10% d'un montant pour quelque chose qu'on ne consomme pas. Donc, c'est un peu ça la perte, comme Bernard l'a mentionné au départ. Donc, il faut essayer de minimiser les pertes. Et pour minimiser les pertes, il faut chercher. Il y a des outils assez simples des deux côtés, que ce soit AWS ou Azure, afin de chercher les orphelins, donc les instances qui sont été créées par rapport à un service, mais que ce service-là, il n'est plus, où il était détruit. Donc, il faut bien vérifier un peu les instances orphelines et les supprimer. Dernière manière aussi d'essayer d'optimiser aussi les coûts, c'est dans la notion de ce qu'on appelle crash and rebuild. En fin de compte, par rapport à la nouvelle technologie où le cloud et même l'infra dans le cloud peut être créé via du code, donc on peut facilement, avec du CI/CD, de l'infra as code, pouvoir créer un pipeline qui crée tout notre environnement. L'avantage à ce moment-là, c'est que au moment où l'environnement, je ne parle pas sur l'environnement de prod, parce qu'on est bien d'accord, l'environnement de prod, il reste à vie. Par contre, l'environnement de QA, l'environnement de dev, on a toujours la possibilité de le créer, faire des tests, faire de la dev dedans, mais quand on n'a plus besoin, on peut carrément le détruire. Et le fait de détruire, ça nous permet de ne plus payer cette ressource-là jusqu'à un nouvel ordre. Et au moment où on a besoin, on a juste besoin de relancer notre release une deuxième fois. Donc, c'est un peu ce bloc-là. Donc, chaque fois qu'on a besoin de faire des tests ou modifier des choses, on a juste besoin de relancer notre code, faire un build,
Et à ce moment-là, on a notre test. Et ça nous permet tout simplement de pouvoir déployer nos assets facilement sans aucun problème. Donc, si par exemple, j'ai un conseil à faire, c'est que votre environnement du QA, votre environnement de dev, ne le maintenez pas toujours live. On a toujours la possibilité de détruire. Et au moment où on a besoin, on peut le recréer facilement. C'est la magie du cloud. Et ça va être tout pour ce séminaire. Je vais un peu juste laisser un petit mot à Bernard pour faire la conclusion. Merci Faisal. Alors, on a épuisé le temps complémentaire. Résultat du match, je crois que tu peux aller directement à la fin du slide, Faisal. Vous l'avez compris. Non, voilà, parfait. Vous l'avez compris, sur la partie réservation, on va donner plutôt la prime à Amazon qui a su innover de longue date sur le sujet, même si c'est quasiment le part aujourd'hui entre les deux acteurs. Côté licence, petit bonus à Microsoft, c'est bien au moins pour un éditeur de logiciels. Sur tout ce qui était redimensionnement arrêt redémarrage, on a vu que c'était quand même très proche. Il peut y avoir des différentes implémentations, mais au final, on a à peu près les mêmes outils, les mêmes fonctionnalités. Et c'est donc plutôt, notre match, c'est plutôt une affaire de contexte, de besoins clients et d'acculturation FinOps, tant par des itérations qu'on doit faire pour passer de débutant à confirmé et joueur international. Voilà pour ce qui est du match. Et notre webinaire va s'achever. On va se garder quelques minutes pour les questions. Il y en a des très intéressantes. Pour la suite, qu'est-ce qu'on envisageait, Faisal? Pour la suite, c'est forcément terminer un peu déjà les différentes actions. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, on avait une partie des actions et alors, désolé, je peux switcher sur ma caméra. Donc, la suite, ça va être terminer un peu les actions, de faire de la re-architecturing, de faire de rebuild et de parler sur les autres R, comme on dit un peu chez AWS, les SAT R. Et forcément, on va commencer à parler un peu plus sur la partie re-architecturing en parlant sur le Kubernetes, etc. Donc, on a épuisé, désolé, donc on a dépassé un peu largement le temps de la presse. Donc, on va passer un peu directement aux questions. Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être commencer. J'envoie une première question de Inde. Est-ce que le modèle de réservation est applicable aussi sur les coûts liés au licensing? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, la réservation, en fait, elle s'applique sur la partie matérielle des services, notamment pour les instances, donc pas sur le logiciel. Concrètement, en plus, techniquement, quand on crée une réservation, on sépare le matériel du logiciel dans la partie facturation. Donc, ça concerne vraiment que le matériel. Par contre, du coup, ça peut se combiner avec d'autres options d'optimisation. J'évoquais les licences hybrides, par exemple, sur Azure. On peut très bien faire de la réservation plus de la licence hybride et encore améliorer son taux de savings sur cette ressource-là, en tout cas. Voilà. Ensuite, on a une question pour pouvoir accéder à la possibilité d'effectuer des réservations. Vous avez parlé d'un CA minimal. Avez-vous un chiffre en tête du CA nécessaire? Alors, j'ai dû aller un peu vite parce qu'en fait, on a mixé deux sujets. On n'a pas de CA minimal pour faire des réservations. On peut faire des réservations à partir d'une VM, la moins chère possible, c'est possible. Il n'y a pas de minimum. C'est pas du tout lié. Il y a un engagement de chiffre d'affaires minimum quand on négocie au niveau du contrat d'entreprise. Donc, chez Amazon, c'est l'Enterprise Discount Plan et Azure, chez Microsoft, c'est les Enterprise Agreements. Donc, j'ai en tête des chiffres qu'il faudra confirmer, mais un EDP chez Amazon, c'est minimum $500 000 par an. Et on a une petite remise avec ça. En dessous, si on n'atteint pas ce seuil, il y a une astuce. C'est intéressant, ça peut être intéressant de passer par un revendeur Amazon. Il y a la même chose chez Azure, un revendeur tiers qui lui va consolider entre plusieurs clients qui atteignent pas ces plafonds et vous fera bénéficier d'une partie de la remise. Voilà. Donc, mettons qu'on ait 5% de remise, par exemple, avec un EDP à $500 000. Ben, vous pourriez espérer, si vous avez la moitié de cette somme en chiffre d'affaires, si vous allez chez un revendeur, vous aurez 3% de remise. Bon, c'est des ordres de grandeur, et ça dépend bien sûr des conditions négociées à chaque fois.
Voilà. Juste pour conclure la question, en côté Azure, les accords entreprises, je sais plus si c'est 250 000 ou 300 000 minimum pour ouvrir un accord. Par contre, là, c'est pas, ça peut c'est pas seulement de la consommation cloud. Je pense qu'il y a des moyens de combiner aussi des licences traditionnelles et donc c'est assez facile à atteindre. C'est plus facile à atteindre que chez Amazon en tout cas. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce que c'est vraiment en temps réel? Alors oui, je vous confirme, bug compris, pas de On souci. confirme les deux. Bonsoir, est-ce que de préférence faire un EA avec SA ou bien un MSA pour Microsoft? Alors je vois que le sujet des licences passionne. Euh, Alors, je vais juste un peu donner un petit titre, après ouais, je te laisse Bernard vas-y. rajouter. Alors, déjà un point, c'est qu'en général, le E1, ce qu'on appelle Enterprise Agreement, il est pour des utilisateurs ou des entreprises plutôt, ou des larges enterprises. Donc, en général, c'est ceux qui dépassent les 500, bon, ça dépend aussi des pays, mais c'est soit 250, soit c'est 500 utilisateurs au minimum. Bon, entre 250 à 500 pour être assez large, qui est un peu ce qu'on appelle le minimum quantity. C'est le minimum pour pouvoir signer un Enterprise Agreement. Forcément, il a un FA avec. En général, un Enterprise Agreement vient toujours avec un source assurance dessus. Donc après, je laisserai Bernard continuer sur l'explication. Ok, alors je vais remettre la caméra. Vous voyez, on est en direct, hein. Pas de souci. Exactement, j'ai mon fils qui est derrière. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça va être difficile de conclure un enterprise agreement sans software assurance. C'était possible pendant de longues années. Je sais plus si ça l'est encore. J'ai pas eu l'occasion d'en négocier un récemment. Ces choses-là changent assez vite. Il est clair que Microsoft pousse pour de la software assurance partout depuis plusieurs années. Et c'est à ce motif-là que Microsoft met en avant Hybrid Benefit. Hein. Après le MSA, je connais pas bien les différences entre EA et MSA, donc je ne pourrais pas vous dire plus particulièrement sur celui-là. À voir, à discuter. Voilà. Et fait ça, on a une dernière question. Non, c'est pas une dernière question, on en a plein d'autres. Alors on va avancer. Utiliser l'arrêt démarrage est bien bénéfique à la fois pour les coûts infra purs, mais aussi pour les coûts licence, selon votre synthèse. Est-ce que cela pourrait être combiné avec le modèle de réservation? Est-ce que tu veux la prendre, Faisal, ou est-ce que je réponds? Oui, je peux répondre. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas cette possibilité parce qu'en général, quand on fait de la réservation d'instance, c'est un engagement. Donc, on s'engage sur 1 an ou 3 ans. Et que la machine soit arrêtée ou démarrée, on la paie parce que c'est un engagement. Il est plus sur le volet engagement, pas sur le volet réduction de prix. Juste pour répondre un peu sur le fait de est-ce qu'on peut, disons, combiner entre la réservation, donc je comprends bien, vous parlez plus sur la réservation d'instance ou aussi le saving plan côté AWS par rapport à le démarrage. En général, c'est un engagement, donc il n'y a pas une possibilité de combiner les deux. OK. Si on continue à dérouler notre backlog, Ahmed nous signale que s'il y a un minimum, certaines petites VM n'ont pas la possibilité de réservation sur Azure. Donc c'est une information intéressante. Après, il me semble qu'on est là, du coup, on est quand même sur des cas assez spécifiques. Et on peut avoir la liste des VM qui sont réservables hein, sur le portail. C'est quand même assez large. Et Voilà. pour le coup, on n'a pas de notion d'engagement. Moi, quand je l'avais évoqué tout à l'heure, hein, j'avais bien évoqué, c'était bien pour les aspects contractuels. Mais c'est bon à savoir. Merci Ahmed. Alors, question, elle est pour toi, Faisal, la suivante. Avez-vous prévu de faire un webinar plutôt focus optimisation coût entre modèle IT traditionnel et un modèle cloud? Il y a toujours une possibilité. Si je donne une réponse
il y a toujours une possibilité. On est en train de faire aussi un assessment et c'est de s'approcher au maximum aux besoins de notre interlocuteur, de nos clients, au niveau des séminaires. Donc, séminaire, c'est pas quelque chose de figé où on a des thèmes qui sont déjà préétablis. On essaie d'innover, on essaie de présenter pas mal de points. Donc, oui, on peut de faire des webinaires qui ont plus une comparaison entre l'on-prem et Azure en termes de coûts. Alors, c'est effectivement un sujet intéressant. Après, pour info et pour ceux qui veulent pousser le sujet, creuser un peu le sujet en attendant notre prochain webinaire ou l'un de nos prochains webinaires, il existe des calculateurs de prix qui font cette comparaison. On peut citer notamment nos collègues de CloudEasier qui ont une calculette qui vous fait la comparaison de prix selon certains scénarios. Et l'un des protagonistes pour comparer, c'est le on-premise. Ouais. Et une dernière question non, c'est une remarque d'Ahmed qui nous dit que pour Azure, même avec un CA de moins de 100 000 $ à l'année, on peut faire des réservations et profiter des actions FinOps présentées. Tu veux faire un commentaire, Faisal? Ou je me lance? Tu te lances. Bah, en fait, oui, bien sûr, Ahmed, parce que il n'y a pas d'âge, comme il n'y a pas d'âge pour faire du FinOps, il n'y a pas de minimum. On peut optimiser, faire du start-stop et plein de choses avec une seule instance, c'est tout à fait possible. Et c'est exactement ce qu'on a fait chez un client où la première réserve instance, c'était sur une machine je me rappelle très bien parce que je l'avais fait moi-même. C'était une DS4 V2. Et c'était une seule machine où on avait fait du RE dessus, sur 3 ans. Donc forcément, ça ne dépasse pas une machine de ce niveau-là sur Azure, ça ne dépassera pas les 100 000 $ sur l'année. Voilà. Donc, c'est simplement quand on grossit, il y a d'autres leviers qui apparaissent et qui peuvent devenir intéressants puisqu'on en représente un chiffre d'affaires plus important pour négocier avec les fournisseurs. Mais ça n'empêche pas il y a déjà beaucoup à faire dès la première VM. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Mais merci à tous. En tout cas, c'était très sympa de vous avoir avec nous et de partager notamment sur les questions-réponses. Et n'hésitez surtout pas à poser d'autres questions d'une façon offline. On essaiera de répondre au maximum possible. Merci beaucoup. Merci. Ouais, à bientôt. excellente soirée. À bientôt.